Un problème physique, c'est un domaine équipé d'un système de coordonnées curviligne dans le domaine qui, en quelque sorte, le suit. Et comme ça le suit, vous pouvez évidemment bouger au-delà du domaine. Et vous allez pouvoir faire de la différenciation de ce mouvement-là. Et donc, étudier, en fait, trouver par là la courbure de manière un peu différente du cas où on fait juste une surface. Voilà, donc un domaine avec son système d'équations propres, l'équation différentielle écrite, en fait, si c'est le Laplacien, écrite dans les coordonnées curvilinéennes en question, une valeur au bord, voilà le problème. Alors, méthode de résolution, je l'ai dit, c'est par séparation des variables, ensuite recherche de valeurs propres, etc. Alors c'est seulement en 1950 qu'on trouvera les limites de cette méthode, c'est-à-dire dans les années 1940-50, on se rend compte que ce système-là va nous permettre de trouver toutes les solutions, dans la mesure où il y aura suffisamment de solutions propres, seulement pour des formes très particulières, et la forme la plus générale qui marche, c'est l'ellipsoïde. Et c'est justement le cas qu'avait traité Lamé. Donc il avait vraiment du bol parce qu'il est passé de la sphère à l'ellipsoïde et en fait il ne pouvait pas aller plus loin. Pour des formes plus compliquées, ça ne marche pas. Par contre, la deuxième méthode de résolution, il ne l'emploie pas, lui, c'est la méthode de Green que va employer Mathieu, avec les fonctions de Green. C'est-à-dire, l'idée de Green vient complètement de la physique, bien sûr. Elle vient de l'idée qu'on met une charge électrique en un point, on prend le potentiel induit sur la surface qui borde, il part de l'électricité, mais après on peut le faire abstraitement pour tout problème, et donc ça nous fait la fonction de Green. Et puis bon, je ne vais pas raconter la théorie de Green, mais c'est une méthode complètement différente, et que curieusement Lamé n'emploie pas, mais que son successeur Mathieu va employer de manière systématique. Alors résultat des courses, donc on est dans les années 1850, bien entendu beaucoup d'autres mathématiciens ont travaillé, en Allemagne il y a Dirichlet, bon, c'est très vaste. Mais disons qu'on a ce qu'on pourrait appeler un site, au sens de Grothendieck. On a un site de la physique mathématique classique qui a pour objet un site dont chaque objet est un truc de ce genre, c'est-à-dire un oméga avec un système de coordonnées curviligne, avec l'équation qu'on considère et avec la valeur au bord. Et un tel truc, ça va être un objet X du site en question. Et puis, on considère que ça modélise une situation physique ou un problème physique, comme on veut. Et après, il faut le résoudre. Bon. La résolution, surtout quand on la regarde par la méthode de Green, c'est basiquement Green donne des intégrales. Donc, pour calculer, vous avez un domaine dans lequel oméga, et pour résoudre, par exemple, vous regardez un oméga prime qui est contenu dans oméga. Donc, les valeurs au bord sur oméga prime vont être données par les valeurs de l'intégrale dans le domaine oméga restreinte à oméga prime. Donc voilà, et en particulier, ça se dit facilement si on l'écrit avec les intégrales de Green. Donc on a naturellement des prolongements entre les objets. Donc entre un objet comme ça, un premier x qui est un problème, on peut avoir un morphisme vers un x bar plus large, en pensant que ce problème-là est plus vaste que celui-là. Mais en fait, on peut penser aussi que celui-ci est une résolution de celui-là. Vous voyez, parce que si je diminue, la seule chose qui m'intéresse, c'est la valeur du potentiel de la solution en un point. Donc, la ligne des emboîtements décrit en fait c'est la direction dans laquelle on va résoudre. Voilà. Et donc, on a ce site qui est en gros ce que considèrent ces gens-là. Et puis les problèmes, c'est les problèmes de résolution dans ce site qu'on peut traiter aujourd'hui, en tous les cas, en termes de problèmes universels dans ce site. Je ne vais pas le détailler. Maintenant, si par exemple on regarde la conférence qu'a fait Daniel Benquin hier, on voit qu'on peut améliorer ça, pour le rendre quantique, entre guillemets, c'est-à-dire que dans chaque objet oméga, on peut très bien mettre non seulement une structure de ce type, mais en plus, évidemment, introduire des probabilités, donc épaissir le site que je considère et fabriquer une sorte de sursite de celui-ci qui serait quantique. Donc l'idée est simple, c'est les problèmes physiques sont les objets d'une catégorie, une fois qu'ils sont mathématisés, et les morphismes représentent les mouvements de résolution. Voilà, alors... Comment vous utilisez les problèmes universels pour résoudre les problèmes Oui, ben, je vous le dirai. En privé plus tard, parce que là j'ai beaucoup de choses à raconter.
C'est-à-dire que les intégrales, les choses comme ça, sont des foncteurs adjoints, il y a des constructions d'intégrales ou de solutions en termes de problèmes universels, des spécifications, disons. Ça ne veut pas dire que les solutions existent, mais la spécification peut se faire en termes de problèmes universels. Alors, bon, cette physique-là, elle touche un peu à son terme à ce moment-là, elle est fixée. Et je pense qu'il est très difficile à partir de là de faire la séparation entre le développement de la physique, ainsi décrite, et le développement de la géométrie différentielle. Prenons le cas de Charles Ehresmann, qui est un éminent géomètre différentiel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé beaucoup de choses. Les connexions, les jets, les feuilletages, les fibrés, les groupoïdes. Et pour terminer, un traitement de la théorie de la géométrie différentielle en termes purement catégoriques. En passant donc par le cas des groupoïdes qui représentent les fibrés principaux, etc. Tout son travail converge vers un traitement de la géométrie différentielle en termes de catégories, et de catégories doubles. Par exemple, les feuilletages sont associés à des catégories doubles. Bon. Eh bien, cela, c'est complètement de la physique. Il ne l'a jamais revendiqué, mais les connexions, aujourd'hui, on exprime les lois physiques en termes de connexions. Les feuilletages, eh ben, on exprime avec ça les systèmes avec la causalité, puis les extensions spatiales. Les fibrés, les groupoïdes, on voit bien à quoi ça sert en physique aujourd'hui. Donc on a toute une physique, en fait, qui s'exprime avec le même langage. Ehresmann, d'ailleurs, a fait un article sur la relativité, en termes de feuilletage, qui est un article très intéressant. C'est le seul article, autant que je sache, où il parle effectivement de choses qui ne seraient pas stricto sensu de la géométrie différentielle. Mais en réalité, le reste participe complètement de cette géométrie, de la géométrie de ce site. Il y a une autre dimension encore, oui. Effectivement, jusqu'à la relativité générale incluse, ça peut sembler entrer dans ce type de formalisme. Oui. Mais dès qu'on aborde la physique quantique par SPTN, Oui. les choses ne semblent pas un peu de... C'est un peu plus compliqué, mais c'est justement, voilà, la classique, elle rentre bien dans ce cadre-là et dans ce développement. Pour le quantique, j'ai suggéré, mais c'est très très vague, qu'on pouvait reprendre le travail de Benkin d'hier pour fabriquer un sursite de celui-là et recommencer le travail. Par exemple, on va y venir tout à l'heure, les questions de difféologie qui ont été évoquées hier, construisent un site qui est en dessous de celui-là, plus simple, qui est juste la différenciabilité, il n'y a pas les équations. Donc on peut voir ça. Vous voyez, il y aurait le quantique, il y aurait le site de la physique classique, puis en dessous, le site de la géométrie classique, on va dire, différentielle. Voilà. Alors, mon problème, c'est de voir qu'avec ce site-là, ou celui qui est au-dessus, celui qui est en dessous, à partir de la donnée de ce site et de ce qu'on sait faire concrètement dans ce site, on peut étendre le travail à tous les faisceaux sur le site en question. Donc à des tas d'objets qui s'obtiennent par recollement des éléments du site. Voilà. Donc il ne nous reste plus qu'une question. C'est très bien, si on prend maintenant un site abstrait, comment on recolle les objets, comment on étend le travail qu'on fait dans le site au faisceau en entier. Avant d'en venir là, encore un petit point d'histoire sur le rapport entre physique et mathématiques. Et d'ailleurs, ça va toucher un tout petit peu à l'aspect quantique, puisque c'est la question de la dualité. La dualité, évidemment, c'est un des aspects de la mécanique quantique. Et puis, il y a des gens qui s'en sont occupés de manière catégorique. Il faut savoir qui c'est quand même, les premiers. Ben, c'est les bourbakistes. Hein. Godement, Dieudonné, ils ont fait des très beaux articles sur la dualité, sans parler de catégorie, mais en fait en établissant des foncteurs d'adjonction sans le dire. Donc il y a eu aussi un travail qui n'était pas sur la physique exactement à ce moment-là, mais qui en fait était tout à fait utilisable évidemment pour la physique. Bon. De plus, prenons pour terminer le cas de Schwartz, Laurent Schwartz. Laurent Schwartz, qui invente les distributions, fait effectivement un travail un peu du même type que ça en réalité, puisque l'idée des distributions, la première idée des distributions, c'est qu'il n'y a plus de points dans l'espace, mais il n'y a plus que l'espace D de oméga, l'espace des fonctions test, hein, qui représentent des petites bosses. Bon. Et puis, ensuite, sur ces espaces-là, on fabrique des trucs linéaires, disons par intégration par partie, on définit l'action de n'importe quelle fonction, et donc ensuite les distributions. Donc, c'est aussi un travail qui peut se voir de manière complètement catégorique. En fait,
en fait, si on regarde bien, l'origine technique de détail des distributions, elle est dans les fonctions de Green. Hein. Puisque les fonctions de Green, c'est... Quand j'écris l'équation qui est là, quand j'ai une fonction de Green, si j'ai une fonction de Green en un point P, le Laplacien d'une fonction de Green, c'est justement, il doit y avoir un 4π quelque part, 4π d'Irac de P. Hein. Et c'est pour ça qu'on peut faire agir l'impulsion au point P pour générer toutes les solutions. Donc, on arrive dans les années 50 avec ce matériel qui est physico-mathématique. Et franchement, je n'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment faire à ce moment-là une différence claire entre la géométrie différentielle, son développement, et celui de la physique, disons, classique. Mais il y a le cas du quantique qui est un petit peu plus embêtant. Alors, à mon avis, le cas du quantique, on peut l'aborder en partant des considérations de Planck sur qu'est-ce que c'est qu'une théorie physique. Vous savez que Planck a écrit pas mal de petits articles de nature épistémologique. Et il y a un article dans lequel il parle du déterminisme. À un endroit donné, il dit la chose suivante. Il dit « La recherche scientifique consiste à introduire des présupposés qui font apparaître un phénomène comme déterminé. » Voilà. Donc on va créer des objets, on va créer des présupposés et donner une sorte d'existence à ces présupposés, éventuellement comme objets physiques. Il y aura une particule, il y aura une planète là-bas qui créera la... Hein, j'imagine qu'il y a une planète, je ne sais plus quelle était cette planète qui a été découverte comme ça, par le Verrier, je ne sais plus si c'était... Oui. Il y a une planète là-bas, donc c'est un présupposé, mais si je le mets, ce présupposé, effectivement, ça rend compte de ce qui se passe, et du coup, ça rend déterminé et exact toute la situation. Alors, c'est cette détermination qui est très importante pour Planck, et le prix à payer pour déterminer, c'est d'inventer des virtualités, de créer des objets, et puis d'espérer que l'observation, en retour, va effectivement donner existence à ces objets. Bon. Alors, ça m'amène, je ne vais pas en parler plus du point de vue quantique pour l'instant, ça m'amène donc à la deuxième partie de l'exposé sur la notion d'objet. Puisque tout ce qui nous amène là, c'est qu'est-ce que c'est que ce X-là, dans ce site, c'est un objet. C'est un objet que je considère comme réel, je maîtrise comme objet mathématique, mais il est censé, il est décrit en termes géométriques. On pense qu'il y a un répondant dans le réel de cet objet. Donc il y a des objets connus, qui sont ceux du site. Alors la question c'est, ça c'est une sorte de notion d'objet physico-réel, mathématique. Et d'un autre côté, on a la notion purement abstraite d'objet d'une catégorie. Alors un objet dans une catégorie, est-ce que ça va être utile de les manipuler comme tels, dans leur indétermination abstraite, pour traiter de problèmes physiques qui touchent à des objets réels, entre guillemets? Oui, parce que pour la raison suivante. Un objet d'une catégorie, en un certain sens, ça n'existe pas comme objet réel. C'est ce que nous annonce d'emblée le lemme de Yoneda et la théorie la théorie de la forme dont je vais parler un petit peu après. L'objet n'existe que comme carrefour de relations avec les autres objets. Donc c'est son nom, en quelque sorte. Bon. Donc il n'a pas besoin d'être dans le réel ou dans la réalité. Ensuite, le deuxième point, c'est que ces objets, en fait, ils existent encore moins, si je puis dire, parce que si on regarde ce qu'on fait comme vrai travail avec les catégories, non pas du travail catégorique, mais du travail avec les catégories ailleurs, on le fait toujours, en fait, en travaillant non pas sur un objet, mais en disant, voilà, je prends cet objet, et de cet objet, je prends une présentation d'objet. C'est-à-dire, je vais chercher un objet ailleurs, par exemple, j'ai la catégorie des groupes, et puis j'ai une catégorie au-dessus qui est la catégorie des présentations de groupes. Cette catégorie des présentations de groupes est une espèce de réel par rapport à la catégorie des groupes, dans lequel j'aurai une espèce de sensible que je reçois à partir de chaque présentation. Hein, c'est un peu ça l'image que j'ai envie. Donc, pour travailler vraiment avec un groupe, dans la mesure du possible, on travaille avec le groupe de manière intrinsèque, mais à un moment donné, il faut aller chercher une présentation particulière ou une autre du même groupe. Donc, l'important, et ce sera le ressort de tous les calculs, on va le voir, le ressort de tous les calculs, c'est que les objets sont supposés équipables de présentation d'eux-mêmes. Bon. Et c'est cette idée de présentation que j'ai envie d'objet et de présentation d'objets que j'ai envie de vous proposer, enfin proposer aux physiciens, dans l'idée du rapport entre l'objet sensible, ou perçu si vous voulez, et puis l'objet réel. Il y a un écart, mais cet écart est du même ordre, dirais-je, que l'écart entre une présentation d'un objet qui est un objet ailleurs, et puis l'objet lui-même. Voilà. Alors,
Un petit point ici de technique qu'on va voir tout à l'heure. J'ai parlé 25 minutes là. Ça va. J'en ai encore 25, 20, 25. Voilà, alors je vous présente maintenant les choses un peu plus mathématiques, enfin un peu de manière plus détaillée, la mathématique que j'ai envie de vous proposer pour alimenter tout ce que je viens de vous raconter. Hein. Alors d'abord, il y a une notion il y a un théorème que j'ai établi avec Christian Lherre en 1980 qui s'appelle théorème du diagramme localement libre. Alors ça touche à la question de l'existence des objets. C'est pour ça que c'est très important. Voilà, vous avez une grande catégorie D et une sous-catégorie C. Vous avez dans la catégorie D un objet X. Et vous vous demandez si vous pouvez de manière universelle expédier X dans C. Alors vous voyez, de manière universelle, ça voudrait dire ça. Ça voudrait dire que j'aurais mon X ici, et puis un truc universel, ce serait un objet libre sur X, qu'on appellerait Lx, et il aurait la propriété que tout morphisme de X vers un objet de la petite, vers un objet que je vais appeler M, factoriserait à travers Lx de manière unique. Hein? Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un objet libre. Ça n'existe pas toujours. Bon. Ça existe, quand est-ce que ça existe? Ben, en gros, quand le rapport entre C et D est de nature, on va dire, pour dire vite, de nature algébrique. Si par exemple, un exemple où ça n'existe pas, pour fixer des idées, prenez ici les anneaux. Ici, prenez la catégorie des anneaux. Et ici, la catégorie des corps. Ben, si vous prenez un anneau, il n'y a pas forcément de corps libre dessus. Hein. Si vous prenez l'anneau Z, par exemple, ben, vous n'avez pas de corps libre. Il n'y a pas un corps tel que tout morphisme de Z. Enfin, un morphisme de Z vers un corps, ce serait un élément d'un corps. J'aurais un corps ici, vous voyez. Bon, un morphisme de Z vers un corps, ce serait un élément de corps. Et si j'avais un corps libre ici, ça voudrait dire que j'aurais un morphisme de là à là. Ben, ça y est, c'est fini. Parce que ça voudrait dire entre autres qu'ils sont de même caractéristiques, les deux. Alors ici, il y a des caractéristiques variables. Hein. Donc il ne peut pas y avoir un truc unique ici. En revanche, c'est ça le théorème qu'on a là, il n'y a pas un truc unique, mais il y a un truc explosé. C'est-à-dire, si vous partez de X et vous essayez de faire un truc libre, ben, ça explose. En différentes composantes. Alors ça, on le voit très bien dans la preuve quand on la fabrique. Et ça explose, mais pas trop. C'est-à-dire que ça explose de manière à ce que le X ici va s'envoyer dans différents objets, LI, LJ, il va y avoir un diagramme d'objets avec des flèches entre eux, mais ce diagramme va être petit. Petit, ce sera un ensemble. Même si les catégories considérées sont grosses. Alors le théorème est vrai avec des conditions sur C et D, en particulier que les catégories C et D soient des catégories, comme on dit, esquissables, mixtement esquissables, ce qui est le cas de toutes les théories du premier ordre et plus. Alors d'une certaine façon, quand vous avez le X ici, et que vous voulez l'envoyer dans C, bah, ça explose en général, ça ne tient pas la route, l'objet se décompose en plusieurs objets. Hein. C'est un peu comme une espèce de molécule qui explose en des composantes simples. D'ailleurs, c'est un peu ça l'idée. L'idée, très souvent, c'est que là, c'est des objets compliqués, et là, c'est des objets simples. Bah, si l'objet compliqué est fait de plusieurs morceaux simples, vous ne pouvez pas le remplacer par un seul morceau simple. Et donc, cette construction-là est pas très difficile. On a mis du temps à le faire, mais après, c'était finalement quelque chose d'assez facile. Mais en même temps, au sens propre du mot, c'est fondamental. C'est-à-dire c'est un résultat qu'on utilise tout le temps. Après. Alors, qu'est-ce qui se passe ici si vous regardez ce diagramme? Je vais l'appeler, le diagramme qui est ici, je vais l'appeler L de X. Hein. Et ce diagramme, L de X, c'est une catégorie comme diagramme. Donc, vous pouvez prendre ce qu'on appelle le classifiant de cette catégorie. C'est un vrai espace topologique. Hein. Donc, vous prenez B de L de X. Alors, normalement, il faut construire un L de X qui soit saturé. Donc, il y a des conditions techniques pour ça, mais on peut le faire. B de L de X, c'est un brave espace topologique. Et donc, vous pouvez prendre son pi1 de B de L de X. Et ça, c'est un groupe, évidemment. Je vais appeler ça le groupe fondamental, le groupe de Galois de X. Ça, je vais l'appeler Galois de X. Ah ben non, dans le cas de Z, ça va donner rien d'intéressant parce que c'est discret. Hein, le groupe est... Là, dans le cas de Z, vous allez avoir l'explosion dans le cas de Z. À partir de Z, comment ça explose? Ben, vous avez Q, Z envoyé dans Q, puis Z envoyé dans tous les Z sur PZ. Hein. Donc là,
Z sur PZ. Ici, il n'y a pas de morphisme entre eux. Donc c'est discret. Voilà. Donc le pi1, ici, il faut que ce soit pointé. Il faut pointer par un des éléments. Et l'amorphisme à rouge, c'est unique ou pas unique? Attends, alors je vais expliquer ce que c'est que le diagramme, la propriété du diagramme localement libre. Mais vous voyez, j'explique à quoi ça sert. C'est-à-dire, si vous partez d'un X et que X explose, vous allez obtenir ici une espèce de groupe d'ambiguïté qui exprime l'ambiguïté ou l'équivoque dans la tentative de rapporter ceci là, ici. Et ça contient la théorie de Galois usuelle, enfin, la notion du groupe de Galois. Maintenant, je pense que ça a un sens tout à fait physique aussi si on parle en termes de composantes de simples et de complexes. Maintenant, quelle est la propriété exacte? Alors oui, c'est ce qui complique celle-là. Donc maintenant, la propriété du diagramme localement libre, c'est que si vous avez un morphisme ici de x vers un élément m, alors il doit factoriser par l'un de ceux-là, au moins, disons L et I. Donc il doit y avoir une factorisation, pour que vous regardiez, cette flèche-là suivie de la rouge égale celle-là. Premier point. Puis deuxième point, il faut supposer que s'il y en a une deuxième, il peut y en avoir plusieurs, alors les deux factorisations sont connectées par un zigzag de flèches dans le diagramme. Il y a un zigzag de flèches ici qui connecte tout. Alors en formule un peu moins compréhensible, ça veut simplement dire que vous avez le homme de x vers m qui doit être la limite inductive des hommes de LIX vers m. Ça veut juste dire ça. Hein. Bien, alors, on a ce théorème. Ce théorème, on peut aussi le comprendre de la manière suivante. À partir de... alors, il y a le théorème dual, hein, avec des flèches dans l'autre sens. Ça s'appelle un diagramme localement libre. Si vous mettez les flèches dans l'autre sens, vous avez un diagramme localement colibre. Ça peut exister aussi. Qu'est-ce que j'ai là-dessous? On va regarder ensemble ce qu'il y a derrière. Comment? Pas exactement, parce que ce n'est pas forcément filtrant. Voilà, comme dans le cas des corps. Donc c'est des 1 d'objets, mais sans la condition de filtrant. C'est des pro ou les pro-objets dans l'autre cas, mais aussi voilà, mais à part ça, oui. Bon, ça j'expliquerai tout à l'heure, c'est pas le bon dessin. Alors je vais vous le faire ici. Alors, donc ce qui va m'intéresser maintenant, ça va être la donnée d'une catégorie grand X, d'une sous-catégorie petit m, sous-catégorie de grand X, ou disons une catégorie mais un foncteur J, pas forcément injectif, de m dans X. Et c'est ça qui va m'intéresser pour plusieurs raisons. Alors la première raison, elle est là. Mettez T ici à la place de J. Vous imaginez un monde connu. Ça peut être le site que j'ai décrit tout à l'heure de Lamé Mathieu. Hein, les trucs de Mathieu, les problèmes physiques avec leur transition, représentant des objets du réel, déjà. Mais comme c'est du réel connu, je l'assimile à du réel intelligible, parce que c'est connu, on va dire ça. Par contre, j'ai un réel inconnu, entre guillemets, plus vaste. Il est prié, évidemment, de recevoir, par l'action du temps, c'est une sorte de temps ici, le temps de voir ceci comme dans un milieu plus vaste, hein, mais je le note T comme temps, le réel connu. Alors, si je prends maintenant dans le réel connu un diagramme, et que je l'envoie ici, TA, dans TA, il se peut qu'il y ait un recollement du diagramme, comme une limite, comme limite inductive de TA. Alors l'exemple, si vous voulez, c'est imaginez que vous ayez ici, dans votre réel connu, que des objets qui sont des disques. Puis là-bas, vous avez des choses plus compliquées, qui sont par exemple des sphères, des polyèdres, des choses comme ça. Alors évidemment, une sphère s'obtient en recollant de disques, vous savez bien. Mais ça veut dire que la sphère, elle n'existe pas là, mais elle existe ici. Le diagramme ici, qui est soi-disant une limite dans le réel, une fois qu'il est rendu ici, ce diagramme-là, hein, bah ici, il n'y a plus aucune raison que ce soit une limite. Donc,
Si j'ai de la chance, je peux quand même prendre le diagramme rendu ici et calculer sa limite ici dans le sensible. Il y a une flèche de comparaison ici que je vais appeler delta. Et ce delta représente l'écart entre ce que je perçois et le réel que je perçois. Bon. Il représente ce que j'appellerais une différentielle qualitative. C'est ça que j'appelle une différentielle qualitative. Maintenant, il reste à la calculer. Pour la calculer, il faut passer du sensible à un domaine intelligible. Alors typiquement, ici vous êtes dans une catégorie usuellement une catégorie d'objets géométriques par exemple, ou de type d'homotopie, encore que évidemment les limites n'existent pas forcément dans les types d'homotopie, mais enfin, j'ai simplifié le schéma. Et puis là vous avez une catégorie très très intelligible, c'est-à-dire dans laquelle vous savez faire tous vos calculs. Par exemple une catégorie abélienne, catégorie de calcul. Et donc vous avez ici un foncteur que vous vous êtes donné, qui va être un foncteur d'homologie, qui en gros extrait du sensible une information calculable. Et du coup, l'homologie de delta, le H appliqué à delta, j'appelle ça dA, et c'est la différentielle intelligible de A. Alors, vous voyez le parcours? Je suis parti d'un diagramme du réel connu, et je récupère dans l'intelligible une flèche. Et cette flèche, c'est ça que j'appelle, c'est elle vraiment la vraie différentielle qualitative qui m'intéresse. Sauf que, si je fais ça de manière classique, c'est-à-dire en mettant ici les catégories abéliennes, c'est quelque chose de très calculable, mais c'est en quelque sorte plus tellement qualitatif. C'est plus que du calcul. Or, ce que je prétends, c'est que ce schéma, on peut l'employer en étant complètement général, c'est-à-dire en ayant même ici quelque chose qui n'est pas du tout forcément algébrique ou géométrique. Hein. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Deuxième raison pour manipuler cela, eh bien, c'est lié au théorème du diagramme localement libre dont je viens de vous parler avant. Vous voyez, si je prends un objet X ici, un objet X dans la catégorie X soulignée, je peux fabriquer donc ce que l'on note J sur X. Alors ça, c'est ce qu'on a. Alors J sur X, ça je vais quand même prendre le temps de bien vous l'écrire parce que c'est le moment à la fois le plus simple mais le plus important de l'exposé. J sur X, c'est une catégorie. Un objet de J sur X, c'est un objet de M. Et puis, j'envoie M dans X, JM, et je me donne un morphisme ici vers X. Je vais l'appeler P, tiens, comme plaque. C'est une plaque, au sens de ce qu'on a vu hier. Comment je pense ça? Je pense que les éléments de M sont des éléments connus, des modèles, au sens naïf du mot. Par exemple, ça peut être les polyèdres. Et ici, ça peut être tous les espaces topologiques. Polyèdres, certains types d'applications, tous les espaces topologiques. Ou bien le truc de Lamé tout à l'heure, certains systèmes physiques bien maîtrisés, puis éventuellement des systèmes plus complexes, mais que je ne connais pas encore, qui sont obtenus par recollement. Bon, donc, la catégorie J sur X a pour objet ces choses-là. Et pour le morphisme, évidemment, ce qui va comparer. Si j'ai un m'P', eh bien, un morphisme, c'est un petit thème ici qui fait commuter le diagramme, bien sûr. Cette catégorie J sur X, que je la note comme ça, c'est la notation de Grothendieck, c'est la catégorie des objets de M au-dessus de X. Eh bien, elle a un foncteur d'oubli vers M qui consiste à oublier le P. C'est ce qui va me donner le M tout seul. À cet objet, j'associe M. Voilà le foncteur qu'elle a. Et ce foncteur est une cofibration. Donc c'est cette cofibration qui contient en principe quoi? Qu'est-ce qu'on a comme information qui est contenue dans cette cofibration? L'information qu'on a là-dedans, c'est une information sur X, mais ça décrit en quelque sorte tout ce que je peux savoir de X en l'observant depuis ici. Parce que chaque flèche ici représente une manière de placer un objet connu dans X. D'accord? Donc, j'ai toutes les manières de placer les objets connus dans X. Eh bien, quand je connais globalement tout ce système, je connais toute l'analyse, en quelque sorte, de X, du point de vue de grand M. Alors, en fait, il s'agit éventuellement de calculer, non pas ce J de X, mais une catégorie éventuellement plus petite, une sous-catégorie, que je vais appeler C, qui formerait un diagramme, qui formerait dans M un diagramme colibre. On est dans le colibre maintenant, parce que j'ai pris des plaques, il faudra que je prenne des coplaques pour être dans le libre,
comme là je suis dans ce sens-là, j'ai du colibre. Donc ça c'est cette catégorie-là, cette catégorie avec ce foncteur, ça s'appelle la forme, ou la J-forme de X. Enfin en anglais c'est J-shape. Donc d'une certaine façon, à partir du moment où j'ai des modèles, un monde connu et un monde inconnu, tout objet est analysé par rapport au monde connu par la production de sa forme, qui est cette catégorie. Éventuellement, on va construire dans cette forme quelque chose de plus petit et de plus maniable, qui sera un sous-diagramme de C, un sous-diagramme C de celui-là, avec une restriction ici, mais qui forme au sens dual de ce qui est là, de ce qui est là, de ce côté-là, derrière, qui forme un diagramme colibre. Voilà. Et du coup, je peux aussi regarder des invariants, repasser au classifiant, des invariants, etc. Voilà. Donc du coup, à chaque objet, ici, par ce procédé qui me fait transiter par la forme, et ensuite, en utilisant le théorème du diagramme localement libre ou son dual, j'arrive sur des calculs, effectivement, d'objets dont je peux prendre le pi1 ou dont je peux prendre l'homologie, dont je peux calculer des invariants. Voilà. Alors, ça, c'est le schéma de... L'intérêt pour moi de ce schéma, l'intérêt pour moi de vous présenter à vous ce schéma, c'est qu'en fait, vous voyez, c'est complètement général. J'ai plus du tout besoin que M soit des choses différenciables ou que X soit des... Non. On a ce mécanisme d'analyse. Alors, maintenant, dans ce schéma-là, il manque un point. Si je veux rester vraiment avec mon idée d'avoir quelque chose de très général dans mon analyse, ben c'est très bien, tout ça, on a la forme, on a le JX, du diagramme localement libre, mais vous voyez que quand je suis ici, là, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, bah, une fois que vous avez ça, vous pouvez prendre le classifiant, le pi1, ben c'est loupé, parce que si vous pouvez le faire, mais si vous faites ça, vous retrouvez des choses connues, mais vous les retrouvez par des moyens géométriques. Hein. Vous prenez le classifiant, vous retombez sur un espace topologique, vous vous remettez dans le géométrique. Moi, je voudrais avoir un truc qui, de bout en bout, soit purement diagrammatique. Donc, je ne veux pas, une fois que je suis rendu ici, réemployer les outils classiques. Je veux que l'outillage pour l'homologie soi-même soit complètement général et produise les invariants que j'ai envie. Toutefois, il faudra, je vais donc vous expliquer comment on peut définir l'homologie en général, l'homologie d'un objet X comme ça dans ce grand X, et il y a une contrainte, il faut que l'homologie soit un invariant de la forme. C'est-à-dire que l'homologie de X, en fait, ne dépendra que de la forme de X. D'accord ? Alors voici la description. Ben, ça, c'était le dessin pour la forme. Alors voilà la définition générale de l'homologie dans la situation que j'envisage. Et puis il y a la définition parfaitement duale pour la cohomologie. Donc, je dispose d'une catégorie X abstraite, d'une sous-catégorie, mais qui représente encore une fois un domaine un peu inconnu, mathématique ou physique. Puis là-dedans, j'ai un grand thème qui est censé être bien connu, sur lequel j'ai un calcul d'ailleurs. Si dans le cas des difféologies, le calcul que j'ai là, c'est le calcul différentiel. Donc le problème, c'est le calcul différentiel qui est ici, comment il va passer globalement ici. C'est ce que nous a bien expliqué l'exposé d'hier. Bon, alors, mais ça peut être tout autre chose, les calculs que j'ai dans M. Hein. Ça peut être, par exemple, je peux avoir des polyèdres et de la combinatoire là-dedans, du calcul par exemple, du calcul, si j'ai un polyèdre, je peux calculer sa caractéristique de l'air, par exemple. Donc je sais faire ça sur tout objet qui est ici. Je peux faire l'air de. Est-ce que je peux faire quelque chose ici à partir de là? Vous voyez, sur les polyèdres, je peux calculer directement même l'homologie d'un polyèdre. Est-ce que je peux l'étendre à X? C'est ça le problème. Alors voilà, la procédure est la suivante. Alors je vais utiliser le dessin qui est ici. Et un petit dessin que je vais faire là, et puis ça sera terminé. Alors, donc je recommence. J'ai mon X, inconnu, M connu, l'injection J. Alors maintenant, c'est juste pour la beauté de la forme, je mets un foncteur qui va de M
vers un M', et vous allez voir, c'est pas pertinent ce truc, mais c'est pour la symétrie de la situation. Si vous voulez, dans mes exemples, M' ce sera M, et là ce sera l'identité, dans la plupart des exemples. Maintenant, j'ai une deuxième catégorie que je mets ici, C, P et C. Et même chose ici, des foncteurs. Alors que je vais appeler, je ne sais plus jamais qui est L, qui est R, excusez-moi. Je vais appeler, celui-là je vais l'appeler R, et celui-là L. Alors, je vous donne d'abord l'exemple pour que vous compreniez le mécanisme. Donc je répète l'exemple qu'on a en tête, les espaces topologiques, les polyèdres, l'inclusion. Polyèdres avec application continue. Et là, à nouveau, les polyèdres. Ici, une catégorie abélienne. Ici, les présentations d'objets de C, c'est là que j'en reviens sur l'idée que j'ai donnée tout à l'heure, les objets c'est bien, mais les présentations c'est mieux. Hein. D'ailleurs, si vous voulez, quand je mets M et X ici, en un certain sens, ça veut dire que je regarde la catégorie de forme d'un objet X, c'est comme une présentation avec les éléments de M, un élément de X, comme recollement. Bon. Alors là, donc là, j'ai une certaine, si vous voulez, là j'ai une sorte de théorie de présentation géométrique, présentation par polyèdre des espaces. Et ici, j'ai une autre théorie de présentation algébrique, une catégorie abélienne. Ici, les objets de catégorie abélienne, ça se présente comment? Par des suites exactes. Hein, donc ici, un objet de P, c'est typiquement une suite exacte que je vais écrire A. J'ai écrit de droite à gauche, hein, A, B, C. Une suite exacte courte, par exemple. Une suite exacte courte, c'est ça qui sera un objet ici. Le foncteur R m'associe à cette suite la partie qui est à droite. Donc c'est si j'ai A. Donc ça, je l'appelle E. Donc on a R de E égale A, ce qui est à droite. Donc c'est une présentation de C en un certain sens. Mais je peux aussi penser à ça comme une sorte de co-présentation de A dans la catégorie abélienne duale. Alors, donc l'idée c'est ça, c'est que vous avez deux mondes parfaitement généraux de présentation des objets et leur présentation, des objets et leur présentation. Mais ici c'est pensé comme de l'analyse géométrique et ici c'est pensé comme du calcul. Voilà la différence. Et à partir de cette donnée-là, on va décrire, si je prends un objet X ici, si je prends l'objet X, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire J sur X. J sur X, la forme de X, qui se projette ici. Je peux me donner un foncteur ici, un faisceau en l'occurrence, un système de coefficients, qui compare les éléments de M' et les éléments de C. Alors, je vais rester dans... Vous voyez, ici j'aurais pu mettre un C', c'est pas forcément le même. Hein. Dans mon exemple, ici c'est le même, mais c'est pas forcément le même en général. Donc F est une comparaison donnée, ça joue le rôle du système le faisceau des coefficients pour la cohomologie. Et maintenant, tout ça étant donné, je voudrais définir l'homologie et la cohomologie de X relativement à ces deux situations et à coefficient dans F. Eh bien, on fait comme ça, comme c'est là. C'est-à-dire, on fait ce qu'on appelle des extensions de Cannes, des calculs par extension de Cannes à droite et à gauche. Alors, je vous explique la première. Ici, vous avez le J, et là, vous avez le F. Donc, vous pouvez chercher un foncteur ici avec une transformation naturelle comme cela, qui soit universelle. Et ça s'appellera l'extension de Cannes, qui s'appelle LAN, Left Cannes Extension. C'est celle qui se calculerait par limite, par limite inductive. Bon. Et ça vous fait un foncteur ici, que j'appelle LAN-J, de F. Là, je me suis servi de la première ici. Et je me suis servi du J et éventuellement du F. Voilà, là, c'est le M'. Et après, j'ai le P ici, avec le L et le R, qui me sert à faire l'opération suivante. J'élève tout ce diagramme à la puissance M. Donc c'est P puissance M, L puissance M, C puissance M. R puissance M, tout est, voilà. Mais ici, je mets le foncteur LAN-J que j'ai construit ici. Donc les extensions par limite inductive. C'est un foncteur ici. Ce que je suis en train de faire, en fait, c'est de calculer un défaut d'exactitude du foncteur LAN-J. Et pour ça, je le calcule en faisant son dérivé de l'autre côté, en quelque sorte.
Et alors maintenant, je peux faire l'extension de ce grand foncteur-là le long de celui-là. Mais cette fois-ci, l'extension par limite projective. Ça vous fait un objet ici que je note H étoile en bas. C'est le foncteur d'homologie. Pour en terminer avec la figure, pour l'homologie, ça veut dire que je peux considérer les données suivantes ici. Si je regarde une donnée de ce type, oui, en dehors de ce qui a été fixé, maintenant, je peux me donner donc une donnée de ce type. Alors, il faudrait que je mette des couleurs pour qu'on voit bien ce qui est fixe et ce qui n'est pas fixe. Hein. Donc, le A, le petit a, le grand A, le petit b et le grand B sont variables. D'accord? Le noir est fixe et le bleu est variable. Bon, une telle donnée, j'ai envie d'appeler ça un cycle abstrait. C'est un cycle d'homologie. Et j'ai une catégorie qui a ces données-là pour objet. C'est une grosse catégorie, très grosse, dont les objets sont des trucs bleus. Le reste étant fixé. Les morphismes, évidemment, ce sera, si j'ai un deuxième truc bleu ici, ben, j'aurai des transformations naturelles qui doivent commuter avec tout, n'est-ce pas? Et donc j'ai une grosse catégorie que je vais noter H ronde étoile. Alors, là j'ai J et là j'ai quoi? K. Ouais. Donc, en partant de KJ, en arrivant à LR, bon, tout ça c'est fixe, un coefficient dans F, voilà. Ça c'est la catégorie en question. À chaque objet de cette catégorie, je peux associer la seule donnée B, le foncteur B, qui est donc un foncteur de x dans C, donc qui est donc quelque chose dans C puissance x. Donc là, j'ai un foncteur d'oubli. Toutes ces données compliquées, je récupère juste le B. Et bien maintenant, ce que je vous ai décrit ici peut se décrire de manière directe comme la limite projective de ce foncteur. Si vous prenez la limite projective de ce foncteur, vous aurez le H étoile. Bon. Bien, mais je vais m'arrêter là parce que là, ça deviendrait un peu trop compliqué. Je voulais vous donner l'idée qu'il est possible de développer une théorie de cohomologie générale. Il y en a beaucoup d'exemples curieux après. Alors, le théorème intéressant, c'est que cette définition-là redonne l'homologie à la cohomologie classique, évidemment, dans les cas que j'ai signalés. Mais on peut faire des choses étonnantes. On peut par exemple inverser les rôles. On peut mettre ici les groupes et ici les espaces topologiques. Donc on peut calculer, je dis bien, la cohomologie d'un groupe, un coefficient dans un espace topologique. C'est le contraire de ça. C'est tout. Voilà. Donc je pense que pour la physique, ça peut être intéressant de pouvoir, par ce biais général, de se départir des outils cohomologiques trop géométriques, en quelque sorte, ou du moins de pouvoir les contrôler et les surveiller.